Ils faisaient partie des accusés du putsch manqué de septembre 2015. Ils ont finalement bénéficié d'un non-lieu avant même que le procès ne débute. Comment vivent-ils l'ouverture du procès depuis hier? Vous entendrez l'un d'eux dans ce journal. Le SAMAE, le syndicat autonome des agents du ministère des Affaires étrangères, dénonce la mauvaise gestion de Alpha Bari. Il reproche entre autres au chef de la diplomatie burkinabé de violer les libertés syndicales. Le SAMAE qui s'est exprimé au cours d'une conférence de presse ce matin. Les détails dans ce journal. Et puis, les consultations ont commencé entre le gouvernement et le corps social au sujet de la refonte des salaires de la fonction publique. Syndicats, partis politiques, patronats, pour ne citer que cela, ont 21 jours pour faire des propositions. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition. Nous avons un invité ce soir sur ce plateau, Maître Paul Kéré, avocat au barreau de Nancy en France et aussi inscrit au barreau de Ouagadougou. Maître Paul, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Dapa. Je précise que vous êtes là pour nous parler du procès du putsch manqué de septembre 2015 qui a débuté hier mais qui a été suspendu en même temps. Vous allez essayer de nous expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là. Je vous remercie de votre invitation. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Merci. Mais avant, justement au lendemain de l'ouverture du procès de l'affaire ministère public contre Gilbert Diendéré et 83 autres, les supputations vont bon train. Nous avons décidé pour notre part de nous intéresser à toutes ces personnes qui ont été accusées dans cette affaire au départ, mais qui ont finalement bénéficié d'un non-lieu avant le début du procès. Quel est leur état d'esprit en ce moment? Quel regard porte-t-il sur la justice militaire qui les a blanchis? Je vous propose d'écouter à ce sujet Mathias Ouedraogo, inculpé puis blanchi. Il est au micro de Mamounata Kaboré. Globalement, je me sens encore dans ce procès parce que j'ai bien d'autres camarades civils qui sont encore dans ce procès, d'autres pour des erreurs matérielles, d'autres aussi pour plus d'éclaircissement. Il faut dire que je reste toujours sur ma soif de cette vérité-là, puisque si je sais aujourd'hui que je suis innocenté, je dis merci à la justice burkinabé qui est restée plus claire, qui est allée au-delà des ambitions des uns et des autres, qui étaient de nous voir enfermés. Mais il faut dire qu'il y a encore des amis, des camarades qui sont restés encore sur leur inculpation reste, qui ont été là hier. Ma joie sera totale dès le moment où je leur sentirai tous aussi libres et blanchis. À des niveaux donnés, des acteurs, ce n'est pas globalement la justice burkinabé, mais pour dire vrai, il y a des acteurs à différents niveaux de la justice qui travaillent dans l'intégrité et qui travaillent véritablement à dire le droit sur ces questions-là. Mais sans juger, mais je ne pense pas que ce soit tous les acteurs de la justice qui ont cette vision de la justice. Voilà maintenant place à notre invité, Maître Paul Kéré. Bonsoir encore de nouveau. Bonsoir, M. Dapa. Je disais tout à l'heure que vous êtes avocat inscrit au barreau de Nancy en France et inscrit aussi au barreau de Ouagadougou. Vous êtes aussi avocat de la défense. C'est ça. Qui est votre client déjà? Mes clients sont légion. Parmi ces clients, il y a le général Gilbert Diendéré, entre autres. Entre autres, voilà. Je pense que la précision est claire. Maître Paul Kéré, en tant qu'avocat de la défense, hier, le tribunal, le procès du putsch manqué de septembre 2015 a débuté. Et autour de 14 heures, vous, avocat de la défense, bien sûr, avez quitté la salle d'audience, de la salle des banquets. Pourquoi? On nous parle d'un décret nommant le président du tribunal militaire qui ne serait pas entré en vigueur parce que le délai de 8 jours ne serait pas atteint après sa publication au journal officiel. Qu'en est-il exactement? Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question avec précision, insister sur le fait qu'il n'y a pas deux types d'avocats. L'avocat de la défense ou l'avocat des victimes. Il n'y a qu'une catégorie d'avocats qui est l'avocat, tout court. L'avocat de la défense peut se retrouver comme étant l'avocat de la victime. Donc, il n'y a pas une catégorisation à faire sur le type d'avocat. J'ai promis d'être calme et d'expliquer avec un langage
simple et accessible à nos et téléspectateurs. accessible, parce que le droit est toujours souvent, je dirais, difficilement accessible. C'est la raison pour laquelle je ferai en sorte que le langage qui sera utilisé soit un langage d'accessibilité au commun des mortels, parce que le droit est souvent ésotérique. On vient à ma question maintenant. Alors, la question ne pose aucune difficulté sur la publication de ce décret nommant le président du tribunal militaire et les autres membres, qui était publié le 22 février 2017. Le procès se tenant le 27 février 2017, évidemment, il est précisé en droit burkinabé que tout texte réglementaire, toute loi, tout décret, avant son entrée en vigueur, c'est 8 jours après la publication au journal officiel. Vous avez parfaitement compris que 5 jours séparent la date de publication du décret au journal officiel. C'est donc que matériellement, mathématiquement, le délai de 8 jours n'était pas satisfait. Alors, les avocats de la défense ont donc estimé que le tribunal était dans l'illégalité. Les avocats de la défense, après une concertation, ont estimé que ce délai n'avait pas été respecté. Alors, il y a une autre préoccupation, c'est que ce même président du tribunal, Seydou Ouedraogo, bénéficiait du décret de nomination qui était en cours. C'est exactement l'autre versant, l'autre position, et nécessairement la position du parquet et la position même du président, qui est cette position, à savoir, au nom du principe de continuité du service public ou des règles publiques, évidemment, l'ancien décret avait déjà désigné le président Seydou Ouedraogo comme étant le président du tribunal militaire. Donc, il y a deux interprétations, deux positions diamétralement opposées, et les avocats de la défense estimant que le décret actuel qui désigne les membres du tribunal militaire n'a pas satisfait aux conditions de validité de 8 jours, alors que le parquet soutient que, évidemment, compte tenu du principe de la continuité, dès lors que l'ancien décret s'applique, le président Seydou est totalement dans ses attributions. Il faut préciser que c'est le même président du tribunal. C'est le même président du tribunal qui a été reconduit avec le nouveau décret. Avec le nouveau décret. Mais, écoutez, le président Seydou Ouedraogo n'est pas le seul à constituer le tribunal militaire. Vous avez parfaitement compris que les assesseurs devaient être évidemment tirés au sort pour composer le tribunal militaire. Donc à partir du moment où ce nouveau décret ne remplissait pas les conditions de validité, notamment la publication au journal officiel 8 jours après, ça posait quand même une difficulté procédurale. Je rappelle que Loisel disait que la liberté est la procédure est la sœur jumelle de la liberté. Et la partie civile a soulevé un autre problème. La partie civile a estimé que c'était une notification personnelle et que donc on n'était pas obligé de respecter le délai de 8 jours. Alors effectivement, la partie civile, les avocats de la partie civile ont estimé qu'il s'agissait d'actes administratifs individuels, mais dès lors que ce décret a des implications réglementaires et qui s'applique à l'ensemble du tribunal militaire, qui peut se déporter dans les autres provinces, à Kaya, Waïgouya, Tenkodogo, et partout sur le territoire national, il me semble difficile de soutenir qu'il s'agit d'un acte individuel qui s'applique à des individus. Évidemment, la nomination du président du tribunal militaire est un acte individuel qui touche le président Seydou Ouedraogo, mais il y a des implications réglementaires qui font que c'est quand même un acte réglementaire. Alors, la question que les Burkinabés se posent, pour un procès qui est en préparation depuis pratiquement 3 ans, comment est-ce que le parquet, ou bien même la partie civile, n'ont pas pu voir ce piège-là avant de commencer le procès, pour que dès son début, il soit en même temps suspendu? C'est ce que les Burkinabés se demandent parfois aussi. Ouais, mais vous savez que,
évidemment, les avocats de la défense ont pris le soin de ne pas indiquer qu'il s'agissait d'exceptions à soulever devant le tribunal, parce que le tribunal n'était même pas encore composé. Vous avez parlé d'observations préliminaires. Exactement, et qu'il s'agissait d'observations préliminaires. Ça existait déjà ou préliminaires. Ce sont les avocats de la défense qui l'ont inventé pour la circonstance? Les avocats de la défense n'ont absolument rien inventé. Il s'agit, on peut même dire, de prolégomènes. Il s'agit d'observations avant la validité de la composition du tribunal militaire. Donc, dans ces conditions, il me semble que la question d'exception procédurale ne peut pas être soulevée devant une juridiction qui n'était pas légalement constituée. Alors, dans vos observations préliminaires, vous avez récusé certains membres du tribunal militaire. Comment est-ce que ça se passe? Et pourquoi? En réalité, lorsque les magistrats professionnels qui sont désignés, dont la désignation n'est pas contestable, il faut, dans un deuxième temps, tirer au sort les 3 magistrats militaires qui doivent siéger avec les 2 magistrats professionnels. Et c'est au cours de ce tirage au sort, effectivement, qu'il y a eu des problèmes de récusation. Mais le parquet, la défense, les parties civiles ont le droit de récuser un certain nombre d'assesseurs qu'ils estiment. Le général Lougué, par exemple, a été récusé. Pour quelle raison? La récusation du général Lougué est intervenue par mon excellent confrère Takoré, qui a indiqué que l'épouse du général avait déposé une plainte contre le général Diendéré à la suite de l'accident malheureux qui est arrivé au général Lougué chez le Mogonaba. Vérification faite, le général Lougué conteste formellement cette information, mais le président a estimé que compte tenu déjà de cette suspicion, il fallait mieux que le général Lougué ne fasse pas partie des assesseurs du tribunal militaire. Mais en ce moment-là, quand le président Seydou Ouédraogo prend cette décision, est-ce que vous aviez déjà soulevé l'observation préliminaire disant qu'il n'était pas légal qu'il soit là? Je dirais même que, avant même que le président Ouédraogo ne dise quoi que ce soit, mon confrère, mon excellent confrère Mathieu Sommet est allé à la barre pour expliquer qu'ils avaient un certain nombre d'observations à faire. Et le président Seydou Ouédraogo, dans son infinie sagesse, a indiqué que le confrère devait attendre déjà qu'il appelle les inculpés et les accusés pour vérifier la présence des uns et des autres avant que les prolégomènes ou les observations préliminaires ne puissent avoir lieu. Vous comprenez, en fait, le souci des avocats de la défense. Il faut que ce procès se déroule dans des conditions satisfaisantes. Alors, d'impartialité de la juridiction. Et c'est la raison pour laquelle le procès a été suspendu, pour que les choses se passent bien. Il va reprendre quand? Est-ce que vous avez été notifié? Nous allons faire un peu de mathématiques. Oui. Un peu de mathématiques, parce que si la publication du décret nommant les membres du tribunal militaire est intervenue le 22 février plus 8 jours, ça nous amène théoriquement à la date du 2 mars. Or, encore faut-il vous rappeler, lorsque ce décret va rentrer en vigueur de manière légale, il faut reconvoquer les accusés devant la bonne juridiction, qui sera dorénavant parfaitement constituée. Et dans ces conditions, le parquet a quand même besoin de 10 jours entre la date de la convocation et la date à laquelle l'audience, la première audience... Ça nous amène à quelle date, dans 10 jours? Dans 10 jours, à peu près le 14 mars, mais moi, à la place du parquet et du président du tribunal militaire, moi je me donnerais un délai beaucoup plus long, par exemple au 30 mars, pour que, éventuellement, s'il y a des exceptions qui doivent être soulevées devant une juridiction légale, qu'elles soient faites. Ce qu'on peut retenir ce soir, c'est que légalement, le procès devait pouvoir reprendre le 14 mars 2018. Exactement. Mais on n'en sait rien d'abord, rien n'a encore été décidé. Tout ceci relève du pouvoir discrétionnaire du président du tribunal militaire
en composition, évidemment en concertation avec le parquet. Voilà, merci bien, Maître Paul Kéré. On aurait pu parler aussi des témoins, comment ils vont venir témoigner, par exemple, si le général Zida est cité à témoigner, comment est-ce qu'il va venir, vu qu'il est au Canada. On n'a pas le temps, mais comme le procès est un marathon en lui-même, j'espère qu'on aura le temps d'en reparler en tout cas en d'autres occasions. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Nous espérons que nos téléspectateurs ont compris un peu ce qui s'est passé hier. En tout cas, je vous remercie toujours d'avoir le souci permanent d'expliquer les choses à vos téléspectateurs au Burkinabé pour que les gens puissent comprendre, parce que le droit en lui-même est un peu ésotérique. Tout à fait. Et que si j'ai l'occasion de venir apporter ma contribution, ce sera toujours avec plaisir. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci bien, Maître Paul Kéré. Voilà, nous poursuivons ce journal à présent avec ce chapelet de griefs porté contre le chef de la diplomatie burkinabé, le SAMAE, le syndicat autonome des agents du ministère des Affaires étrangères, qui dénonce, dit-il, un dysfonctionnement sans précédent dans ce département ministériel depuis la prise de fonction de Alpha Bari. Il est également question des violations des libertés syndicales et on évoque aussi la non-application du protocole d'accord signé en juin 2017 entre le gouvernement et le syndicat. On voit tout cela avec ce compte rendu signé Luc Pabelgue. La gestion du ministère des Affaires étrangères n'est pas du goût du SAMAE, le syndicat autonome des agents des affaires étrangères. Il est reproché à Alpha Bari, le ministre des Affaires étrangères, d'être à l'origine du dysfonctionnement de son département, de violation des libertés syndicales et également responsable de la non-application du protocole d'accord signé le 29 juin 2017 entre le SAMAE et le gouvernement. Il convient de signaler que la nouvelle situation institutionnelle du département en charge de notre diplomatie est la conséquence d'un dysfonctionnement profond que connaît le ministère depuis la nomination de M. Alpha Bari comme ministre des Affaires étrangères, auquel la scission ne saurait être un remède. Bien entendu, le SAMAE regrette cette nouvelle configuration du ministère et se pose des questions légitimes au regard des inquiétudes que suscite l'opérationnalisation des deux départements qui ont pour dénominateur commun la mise en œuvre de la politique étrangère du Burkina Faso. Comment comprendre ces tentatives désespérées de démontrer la justesse du fameux accord conclu avec Coris Holding que l'opinion publique a unanimement rejeté? Comment faut-il encore comprendre cette tentative de se dédouaner de la nomination avortée de notre ambassadeur en Éthiopie, tout en rejetant la responsabilité sur les techniciens? Sans jamais rien assumer, M. Bari rejette toujours les erreurs sur les techniciens qu'il a toujours méprisés et ignorés dans le fonctionnement global du ministère. Le SAMAE condamne pour l'instant le comportement de son ministre, mais n'exclut pas une autre forme de lutte. Le SAMAE exige le pourvoi sans délai aux postes faisant l'objet d'intérim aussi bien à la centrale qu'en ambassade, la mise en œuvre intégrale et immédiate du protocole d'accord signé le 29 juin 2017. Le respect sous toutes ses formes des libertés syndicales au ministère. Le respect de l'orthodoxie administrative. En cas de non-respect de ces exigences dans les meilleurs délais, l'administration sera tenue pour seule responsable de la dégradation éventuelle du climat social et des conséquences qui en découleraient. Pour le syndicat autonome du ministère des Affaires étrangères, la diplomatie burkinabé ne saura rayonner tant que les agissements du premier responsable, à savoir le ministre des Affaires étrangères, continuera. C'est sans doute l'un des chantiers les plus importants du quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré. Le chef de l'État avait annoncé dans ses discours de fin d'année dernière il faut refondre les salaires de la fonction publique qui sont en train d'exploser. Les premières consultations commencent. Ce matin, s'est ouverte une conférence entre le gouvernement et les forces vives de la nation. Syndicats, organisations de la société civile, partis politiques, autorités coutumières et religieuses et patronat ont 21 jours pour faire des propositions. Le point de Luc Pabelgue. Sur les conditions de rémunération des agents de l'État, la contribution des forces vives de la nation est attendue. Et depuis l'ouverture de cette conférence, où un document est remis à chaque composante, le gouvernement attend des propositions sur la masse salariale et cela en fonction des réalités économiques du Burkina Faso. La conférence des forces vives sur les conditions de rémunération des agents de l'État a été voulue par le président du Faso et elle se matérialise en ce dernier jour de février 2018. Vous le savez, mesdames et messieurs, qu'au niveau des dépenses courantes, la maîtrise de la masse salariale
est la variable la plus déterminante. De par cela, en raison avec l'influence de la masse salariale dans la structure de notre budget national. La mise en œuvre réussie du plan national de développement économique et social et la lutte contre la pauvreté dans notre pays exige donc de notre part une réflexion, je dirais une réforme du système de dépenses, notamment des dépenses salariales. La conviction du gouvernement est que les meilleures solutions, les solutions idoines à la situation que nous vivons, ne peuvent être efficaces et pertinentes que si elles sont consensuelles. Le document remis aux syndicats, OSC, patronat, élus locaux et politiques, commerçants et autorités coutumières et religieuses est une esquisse de proposition à être complétée par celle des forces vives dans un délai de 21 jours. C'est encore prématuré que je puisse donner donc une réponse. Comme vous connaissez comment nous sommes organisés, il faut aller à la base. Nous ne pouvons pas aujourd'hui répondre à la place des agents publics de l'État. Nous avons une coordination des syndicats de la fonction publique et nous avons l'ensemble du mouvement syndical et d'autres organisations même qui ne sont pas dans l'EAS, et nous voudrons dire que c'est une bonne chose que le gouvernement ait porté cette question comme une question d'intérêt national en voulant associer donc l'ensemble des forces vives de l'État, parce qu'il ne s'agit pas de discuter des rémunérations ou des acquis des travailleurs, j'allais dire des agents publics de l'État, mais de discuter de la forme, de telle sorte qu'on puisse voir dans quelle mesure on puisse continuer donc à apporter un plus dans le développement du pays. À dire qu'avec l'ouverture de la conférence sur les conditions de rémunération des agents de l'État, les salaires seront remis à plat et les syndicats tiennent au traitement équitable de tous les fonctionnaires sans discrimination, de sorte à ce qu'un agent niveau certificat d'études primaires ne soit pas payé plus qu'un docteur en médecine à ancienneté égale, par exemple. À la direction régionale du centre, on est à l'heure du bilan du PNDS au titre de l'année 2017. Bilan jugé satisfaisant par les premiers responsables de la région, notamment en termes de réalisation d'infrastructures. Alfred Ithioye. 62,31% le taux d'exécution physique et 75,61% le taux d'exécution financier du plan national de développement économique et social dans la région du centre. Le bilan à mi-parcours était respectivement de 40% et 64%. C'est dit que 2017 aura été l'année de la reprise effective de l'activité économique de la région du centre. C'est du reste ce qu'affirment ses premiers responsables, réunis ce 28 février à l'occasion de la première session 2018 du cadre régional de dialogue. Au niveau de l'axe 1, le taux d'exécution physique est de 67%. Pour un taux d'exécution financier de 45%. Au niveau de l'axe 2, développer le capital humain, on peut dire même que c'est à ce niveau les communes ont beaucoup contribué à l'atteinte de l'objectif de ce taxe-là, puisqu'il y a environ 18 milliards sur 25 qui étaient programmés, qui sont les investissements concernant ce taxe. Et ces investissements concernent essentiellement dans le domaine de l'éducation, l'acquisition des tables bancs, environ 1275, l'acquisition de fournitures scolaires. Dans le domaine sanitaire, il y a eu la construction de 3 infrastructures, dont 2 maternités et puis un logement pour infirmiers, et puis l'acquisition des câbles de matériel biomédical. Au niveau des services sociaux tels que l'eau et l'assainissement, il y a eu 35 forages avec 5 latrines, 55 centres de traitement et de valorisation des déchets. Donc, on peut dire que la majorité, comme je vous disais, la plupart des investissements des communes concourent à l'atteinte des objectifs de cet offre stratégique. Maintenant, pour la stratégique 3, on a environ 17 milliards qui étaient prévus pour ce taxe-là. Et ça concerne essentiellement la construction de boutiques, environ 40 boutiques qui ont été construites, et puis 15 puits agricoles qui ont été réalisés pour l'atteinte de ce taxe-là. Des résultats sont certes engrangés. Le bilan aurait été meilleur, n'eût été les mouvements sociaux selon le gouverneur de la région. 2018 se présente sous de bonnes auspices. Annuel, comme vous l'avez constaté, il y a eu des investissements qui se chiffrent à 30
31 milliards. 31 milliards sur une prévision de 42 milliards. Voilà, donc voilà. L'année 2018, comme je vous l'ai dit, un peu plus de 126 milliards sont prévus pour être investis à travers les communes au regard des activités programmées. Donc, en tout cas pour 2020, alors en tout cas un chiffre colossal sera prévu dans le cadre du PNDS. La rencontre de ce 28 février va donc permettre d'apprécier la pertinence et la cohérence des actions programmées et d'apprécier les prévisions pour la période 2018-2020. L'ONG SPONG plaide auprès du réseau des parlementaires pour la promotion de l'agriculture et l'élevage. Objectif, aider les femmes du milieu rural à accroître leurs revenus. Il s'agit notamment d'interpeller les parlementaires pour la mise en application de mesures favorables à la redistribution des richesses agricoles. Plus de détails avec John William Somda. 4 comme le pourcentage des revenus issus de l'agriculture réservé aux femmes. Si l'on considère que celles-ci représentent 52% de la population et que 40% d'entre elles sont du milieu rural, ce pourcentage apparaît tout au moins comme ridicule. Face à la faiblesse des revenus des femmes du milieu rural, les organisations paysannes féminines, accompagnées par le secrétariat permanent des ONG, le SPONG, ont porté un plaidoyer pour une redistribution des richesses favorables aux populations rurales vulnérables. Dans le cadre de ce plaidoyer, les associations paysannes féminines ont rencontré les parlementaires du réseau pour la promotion de l'agriculture et de l'élevage afin de leur faire part dans un premier temps de leurs préoccupations. Premièrement, il y a l'accès de la terre, il y a l'accès au crédit. Puisque vous voyez, si nous voulons des crédits auprès des institutions financières, là, ils demandent des garanties. Et la femme rurale n'a pas de garantie. Si tu n'as pas une portion de terre à toi, où tu auras de garantie. Bon, donc il y a ces deux aspects qui sont vraiment difficiles pour la femme rurale. Si tu peux avoir le crédit, tu peux avoir quelques équipements. Tu n'as pas la terre, tu n'as pas le crédit, tu n'as pas l'équipement. Et c'est ce qui manque vraiment à la femme rurale actuellement. Dans un second temps, ces associations ont remis aux parlementaires un document contenant 10 mesures visant à améliorer leur quotidien. Attentifs aux problèmes des femmes du milieu rural, les parlementaires ont promis pour le moins de se battre pour elles. Absolument, c'est notre travail. Si on est là-bas, c'est justement pour représenter le peuple, représenter les femmes. Et si les femmes ont des préoccupations, il est de notre devoir de défendre en tout cas ces préoccupations-là, de les poser au niveau de l'Assemblée et de voir dans quelles mesures on peut trouver donc des réponses à ces préoccupations-là. Partenaire stratégique des femmes du milieu rural et surtout du milieu agricole, le SPONG a tenu à justifier l'organisation de cette rencontre du plaidoyer avec les parlementaires. Accompagner les femmes dans l'agriculture familiale, accompagner les femmes dans les AGR permettrait ces femmes d'habiller, de nourrir et surtout de soigner leurs enfants. C'est pour cela que le SPONG accompagne depuis un certain moment les femmes pour qu'elles puissent être en tout cas le porte-flambeau de cette agriculture familiale. Et cette agriculture familiale, évidemment, apporte de la croissance. Et une fois que cette croissance est apportée, évidemment, la pauvreté s'en trouverait tout à fait réduite, de sorte à ce qu'on quitte de ce paradigme des 55% ceux de pauvreté au Burkina Faso. Tenue le 27 février dernier, cette rencontre permettra aux organisations paysannes de faire connaître leurs actions et certainement d'espérer une prise en compte de leurs préoccupations et des besoins des producteurs et productrices de notre pays. Venons-en à présent à ce troisième colloque international de l'Université Aube Nouvelle, organisé du 22 au 24 février dernier sur le thème des formes de gouvernance des organisations en Afrique. Pendant 3 jours, 56 communications ont été faites. Safiatou Balima, Roméo Koeta. Les formes de gouvernance des organisations en Afrique, application, pratique et création de valeur. C'est autour de ce thème que s'est tenu le troisième colloque international de l'Université Aube Nouvelle. Ce colloque a réuni essentiellement des enseignants-chercheurs nationaux et internationaux. Au total, 56 communications ont été faites durant 3 jours. Des communications qui ont été sanctionnées par des recommandations. Faire en sorte que beaucoup d'étudiants de nos universités publiques dans la sous-région soient informés et qu'ils participent massivement. Déjà, nous avons eu 56 communications. C'est extraordinaire. Et donc, le 4e, on va aller à 100. Pour moi, c'est un moment de rationalisation, un moment de réflexion. Réflexion dans ce sens où nous avons compris
que les formes de gouvernance au Burkina Faso et partout en Afrique ont besoin effectivement d'une gestion durable. À ces participants et à tous les étudiants de pouvoir donner une réflexion profonde, de faire un débat théorique, de pouvoir donner toute réflexion qui puisse aboutir éventuellement à des perspectives ailleurs et pouvoir donner à toute l'Afrique alors des bonnes gouvernances, des modèles de gouvernance et que l'Afrique ait un modèle de développement. Pour le président fondateur de l'Université Aube Nouvelle, ce colloque est une parfaite réussite au regard de la mobilisation et de la participation des enseignants au débat. Isidore Kini annonce déjà des innovations pour les prochaines éditions. Les innovations majeures, comme je l'ai dit, c'est vraiment sillonner le monde, les grandes universités de renommée et identifier les professeurs qui sont disposés à participer pour impacter la vie des étudiants, surtout les masters et les doctorats. Le colloque se tient tous les 2 ans à Ouagadougou et se veut un cadre de rencontre de plusieurs champs disciplinaires à travers les éminents chercheurs. Actualité internationale pour terminer et les nouvelles du roi du Maroc. Mohamed VI a été opéré du cœur ce lundi 26 février en France. L'annonce a été faite par le Palais Royal lui-même. L'opération se serait déroulée avec succès. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a été opéré du cœur ce lundi en France, dans une clinique parisienne. Âgé de 54 ans, il souffrait d'un trouble du rythme cardiaque. Ce n'est pas la première fois que l'état de santé du roi est rendu public. En septembre 2017, il avait subi une intervention chirurgicale pour une lésion oculaire. Depuis 2009, la santé de Mohamed VI fait l'objet d'annonces officielles. Chaque fois qu'il a des problèmes médicaux, le palais informe les Marocains. D'abord par souci de transparence, mais surtout pour couper court aux spéculations. Voilà certaines habitudes qui pourraient inspirer certaines institutions sous nos tropiques. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 13h, Abdoulazar Traoré sera ici même pour l'édition de la mi-journée. Puis à 19h30, je vous retrouve pour l'édition du soir. Merci de votre fidélité.